Gamal Abina, militant associatif et réalisateur, José Espinosa également, coordinateur des Gilets jaunes à Montreuil. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors je vous entends dire coordinateur, ça vous va José Espinosa? Je sais, c'est pour ça que je pose la question. Vous êtes un gilet jaune parmi les autres. De Montreuil, voilà, ça va très bien. Vous voyez, je devançais votre petite remarque. Vous avez entendu les propos d'Emmanuel Macron, le sens de l'effort, hein. Il s'exprimait en l'occurrence devant les artisans. Ça vous met en colère? C'est pas vraiment les paroles que vous avez envie d'entendre aujourd'hui? Je crois que les gens n'ont pas envie d'entendre ça. En tous les cas, lui, il a le sens de la provocation. C'est vraiment un provocateur. Je crois qu'il met encore de l'essence sur le feu. On n'en a pas besoin. Mais bon, il doit avoir une vision. Lui, il dit toujours qu'il a une vision jupitérienne. Je crois qu'il a une vision vraiment, comment dire, rétrograde. Lui, c'est l'homme du 19e siècle. C'est enrichissez-vous, c'est ce que Thiers disait, et sinon, je m'attraque. Gamal Abina, comment est-ce que vous avez accueilli cette petite phrase hier, cette énième petite phrase du chef de l'État? Je ne sais plus si c'est de la maladresse ou si... Je ne sais pas sur quelle planète il vit. C'est peut-être une blague de galette des rois, j'en ai aucune idée. Ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas l'air de comprendre que les gens ne cherchent pas à ne pas travailler ou qu'ils ne savent pas travailler. C'est qu'ils cherchent tout simplement juste à travailler. Donc ce n'est pas le problème de l'effort qui se pose en France. C'est le problème de la rencontre entre la volonté de travail et le travail. Elle n'existe pas. Pour vous, le chef d'État n'a tout simplement pas conscience de cela, ou il essaie, lui, de bonne foi, d'imposer une forme en tout cas, de proposer, ce qu'il croit être bon pour le pays. Vous ne lui laissez pas ce crédit, José Espinosa? Oh, mais je pense qu'il feint d'ignorer les vrais problèmes qui sont posés aux gens. Moi, je crois que, vous savez, il a prononcé une parole qui était très dure, quand il a dit qu'on était des feignants. Et aujourd'hui, quand il parle du sens de l'effort, c'est toujours la même chose. Il nous considère comme des gens qui ne faisons aucun effort, alors que depuis des décennies, les gens ont accepté l'austérité, ont accepté de courber les chines, ils ont accepté presque tout. Et aujourd'hui, évidemment, tout ça explose, et il est peut-être surpris d'ailleurs. Mais il fallait quand même qu'il se rende compte que son élection n'a pas été une élection intéressante pour lui, puisqu'il n'a que 20% des électeurs qui ont voté pour lui, et donc il est minoritaire dans le pays. Et ça, je crois qu'il ne le ressent pas, ou il feint de ne pas le ressentir. Il est déconnecté, Emmanuel Macron, aujourd'hui, des Français, lui à qui on reproche très souvent de ne pas avoir été élu avant d'accéder à cette fonction de président de la République. C'est ça qui lui pèse aujourd'hui, cette façon de faire régner l'ordre de façon très solitaire, notamment. Le problème, c'est pas la question de ne pas avoir été élu, c'est un faux argument que je n'accepte pas, parce que De Gaulle n'a pas été élu. Hein. Il est arrivé par un coup de force militaire, et puis finalement, il était au pouvoir, et il a bien exercé. Non, c'est pas un bon argument, ça, c'est un argument que ses adversaires utilisent contre lui. Il est réfutable largement. Si un homme politique est conscient, s'il fait son travail consciemment, et s'il est conscient de la société, qu'il soit élu ou pas, de toute façon, il peut faire du bon boulot comme du mauvais. En l'occurrence, malheureusement, le travail est mal fait, là, je vous l'accorde. Mais le problème de M. Macron, c'est que c'est le premier de la classe tout le temps. Il a toujours tout réussi, rien ne lui a... Il a un parcours, sans faute, c'est rare de trouver un tel parcours. Et comme Juppé à l'époque, qui était le meilleur d'entre nous, selon Jacques Chirac, il a cette arrogance de celui qui n'a jamais raté. Et quand on n'a pas d'échec, on ne côtoie pas des difficultés majeures dans la vie, on considère que tout le monde devrait être pareil à soi. Et le problème de Macron, c'est qu'il est déconnecté réellement de la société pour deux raisons. Parce que sans doute ses conseillers ne sont pas à la hauteur, j'en suis persuadé. Des petites phrases comme celle-là ne passeraient pas. Et surtout parce que c'est un homme qui sort du secteur financier, qui sort du secteur de tout ce qui est dématérialisé, de tout ce qui n'est pas le monde réel, pas ce qu'on appelle l'économie réelle. Ça ne lui parle pas. Donc il n'est pas en connexion avec son peuple pour ces raisons-là. Trop jeune, inexpérimenté, mal conseillé. Bilan des courses, et puis mal élu sans doute, mais de toute façon tous les présidents sont mal élus. Bilan des courses, ça donne vraiment une déconnexion qui ne lui permet pas de comprendre sa base.
Alors, il a quand même, en tout cas, selon lui, si vous l'interrogiez, je pense, vous direz qu'il a fait des efforts. Il a quand même, entre guillemets, lâché 10 milliards sur son programme initial. Il y a des gens qui ont été plutôt satisfaits, certains retraités, certains ouvriers, pas tous, évidemment. Sinon, vous ne seriez pas là. Il a également lancé cette idée de grand débat qui commence effectivement dans la difficulté. Vous n'y croyez pas justement aux résultats fructueux de ce grand débat? Mais écoutez, d'abord, sur les 10 milliards, c'est un chiffre que je contexte parce que il aurait pu dire c'est 20 milliards, 30 milliards, personne ne le sait combien ça va coûter. Dans tous les cas, ce sont des petites mesurettes, comme vous l'avez dit, qui ne vont concerner que quelques unités de gens dans certaines catégories. Donc, il n'y a eu aucune mesure d'augmentation générale du SMIC. Il n'y a eu aucune mesure de... 100 € tout de même pour le SMIC, pardonnez. Non. Les 100 €, c'est une prime d'activité pour l'année. Ce n'est pas une augmentation de salaire. Les seuls qui ont eu une augmentation de salaire, c'est les policiers qui ont eu 130 € qu'ils ont obtenus en 6 heures de mouvement. Ça, oui, ceux-là, ils ont gagné. Mais c'est tout. Personne d'autre n'a eu d'augmentation de salaire. Bon, maintenant... Sur la question du grand débat, j'ai eu l'occasion de l'écrire et de le dire. Pour moi, c'est un grand fiasco et une grande farce. Pourquoi? Parce que dès que le débat... D'abord, le débat aurait dû commencer déjà le 15 janvier. On y est presque. Et on a eu l'animatrice qui avait été désignée, Chantal Joanneau, qui a laissé tomber parce qu'elle avait soit... Il y a eu son problème de salaire qui était peut-être un problème, mais ce n'était pas le gros problème. Je pense qu'elle a dû comprendre que ça allait être un grand bazar et donc elle n'a pas voulu accepter cette responsabilité et je la comprends. Mais donc, déjà, le chef de l'État dit on ne remettra pas en cause ce que nous avons décidé depuis 18 mois. Si on part sur cette base-là, il ne peut pas y avoir de débat. Le débat... Soit on met tout sur la table et on discute de tout et on sort avec des propositions, soit on discute que partiellement de certaines choses, et si on discute partiellement de certaines choses, c'est malheureusement pas les choses que demandent les Gilets jaunes ni ce que représente le mouvement. Si vous le voulez bien, on va prendre tout de suite... Bourges, c'était un bon choix selon vous, José Spinoza, qu'on sorte un peu de Paris? Oui, ça faisait pas mal de manifestations, puisqu'on est à la 9e, hein. Donc, ça a 8 manifestations à Paris qui se sont souvent terminées avec des provocations de part et d'autre. On ne va pas discuter qui est responsable de ça. Mais donc, je crois qu'il était bien qu'une manifestation nationale se fasse et c'était le symbole, c'était le centre de la France. C'est pas mal. Je trouve que ça donne une idée intéressante à la manifestation. Moi, ce que je remarque, c'est aujourd'hui, je crois que c'est ce qu'il faut signaler, c'est qu'ils sont nombreux à Bourges, on est nombreux à Paris, mais on est aussi très nombreux dans beaucoup de villes et de villages de notre pays. Et donc, on a de nouveau une confirmation que le mouvement, loin de s'étioler, est en train de reprendre de la vigueur. Et ce n'est pas terminé parce que la situation sociale qui se détériore à grande vitesse va encore donner du grain à moudre à ce mouvement. Et malgré le lancement mardi du grand débat national, c'est sur ça que compte le gouvernement pour écouter, entendre les revendications et leur répondre. Gamel Abina, est-ce que vous pensez que ce débat peut vraiment recréer du lien avec les électeurs? Le problème du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il n'y a pas vraiment de structuration. Il n'y a pas de pouvoir centralisé, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de représentants légitimes ou légitimés. Donc pour discuter avec un interlocuteur qui n'est pas palpable, c'est compliqué, c'est la première des choses. La seconde chose, effectivement, vous l'avez soulevé tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas négocier sur la table quand on dit qu'on ne négocie pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « je ne bouge pas mon plan », mais on va discuter, écoutez vos doléances. Les doléances sont très claires, les gens veulent moins de pression fiscale, moins de pression sociale, plus de pouvoir d'achat. Alors la réponse n'est pas forcément la bonne. L'augmentation des salaires est une catastrophe à mon sens et depuis le début je la combats. Il faut la baisse des prix, la baisse des loyers, libérer du pouvoir d'achat, c'est baisser les prix du loyer par exemple qui ont pris des proportions absolument hallucinantes. C'est parce que quand on parle d'augmentation de salaire, on ne parle que de gens qui travaillent.
ceux qui ne travaillent pas, que ce soit les retraités ou que ce soit les chômeurs ou que ce soit tous les intermittents, je ne sais, ils n'ont pas la possibilité de bénéficier de ces augmentations. Donc ces fameuses enveloppes allouées de 10 milliards ne veulent rien dire. Et la deuxième des choses, j'aimerais parler d'une chose très importante à mon sens, que là on parle de potentiel dérapage. Je ne vous cache pas que je suis assez en colère aujourd'hui parce que, je vais être très clair, parce qu'un homme politique d'arrière-garde qui aurait dû garder au moins le mutisme, sinon sa retraite, à 67 ans, je parle de M. Luc Ferry, a fait quelque chose de très grave à la télévision qui n'a pas été bien entendu et je vais traduire des propos exactement de ce qu'il a dit. Il a osé dire, M. Ferry, philosophe de son État, que, en utilisant les termes injurieux que je vais reprendre malheureusement à mon compte, et c'est donc quelqu'un qui considère comme étant l'ennemi de la République, sans doute, il a dit que les salopards d'extrême gauche, d'extrême droite, donc dans les Gilets jaunes, et des quartiers qui ne sont pas dans les manifestations, doivent être réprimés par la force. Il a utilisé un terme très particulier, alors il faudra qu'il nous explique pourquoi il s'est rattrapé. Il a dit quoi? Donc c'est un salopard de quartier qui lui répond et qui le provoque, qui lui dira que s'il est en mesure de le dire en face d'un type comme moi de quartier, qui nous explique pourquoi est-ce que pour une fois que les gens des quartiers se tiennent bien, ils ne sont pas dans les manifestations parce qu'ils ne se sentent malheureusement pas concernés, parce que 2005, ils ont compris ce que ça avait donné. Pourquoi est-ce que ces gens-là sont invectivés et pourquoi ils nous montrent du doigt? Pourquoi? Parce qu'il dit on doit utiliser des armes. Quelles armes? Jusqu'à présent, on n'utilise pas d'armes létales. Manifestement, il trouve que ce n'est pas assez. Il dit que ce n'est pas les armes à feu. OK. Mais de l'autre côté, quand il montre du doigt les gens des quartiers, il dit quoi? Extrême gauche, extrême droite. On ne les reconnaît pas dans les Gilets jaunes. Il n'y a pas de signe distinctif pour savoir si on appartient aux extrêmes. En revanche, les gens des quartiers sont reconnaissables très facilement. Donc j'ai envie de demander à ce monsieur Luc Ferry, qui est descendant d'ailleurs d'un grand homme aussi, hein, Jules Ferry, qui avait à l'époque aussi à l'esprit l'idée de civiliser les peuples inférieurs, les races inférieures, pour le reprendre. J'avais demandé à M. Luc Ferry de s'excuser en public pour les propos gravissimes qu'il a tenus. À l'époque, quand M. Tapie insultait les gens d'extrême droite, ça avait choqué. Aujourd'hui, l'insulte est devenue normale. Donc c'est en ça que je suis en colère. C'est que autant je légitime le mouvement des Gilets jaunes et je regrette que les quartiers n'y soient pas au départ, aujourd'hui je déconseille fortement aux quartiers d'y aller parce qu'ils deviendront une des cibles privilégiées. Comment est-ce qu'on... Pardon. C'est pas grave, Sophie, non, c'est pas grave du tout. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce degré de violence? Des violences verbales, violences évidemment physiques. On se rappelle de ces deux séquences samedi dernier. Le débat n'est plus possible aujourd'hui après plus de 2 mois de contestation. José Espinosa. Le débat reste possible. Pour moi, je sens qu'il y a des gens qui s'énervent et qui s'excitent, mais ce n'est pas ni le mouvement des Gilets jaunes dans son ensemble, ni un grand nombre de responsables politiques. Tout le monde est à sa place, c'est-à-dire chacun est responsable. Par contre, le problème, c'est qu'il y a effectivement un mur pour ouvrir parce qu'il n'y a pas de dialogue possible actuellement. Et depuis 2 mois, il n'y a aucun dialogue nulle part. Je vais même être plus ferme. Le gouvernement ne gouverne plus. Ce qui est un problème. Pour moi, je suis un citoyen comme beaucoup, comme vous, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce gouvernement qu'on a, qui est incapable de prendre des mesures et qui aille dans le sens des intérêts de la population? On n'a jamais vu ça. Mais José Espinosa, si oui. je peux me permettre... Mais permettez-moi. Du côté de la place Beauvau, effectivement, moi je lisais des analyses ce matin dans la presse. Effectivement, on affirme clairement aujourd'hui que les gilets jaunes, entre guillemets, qui continuent de manifester, sont plutôt effectivement radicalisés. Ils parlent sans hésiter effectivement d'extrêmes. Ils ont manifestement leurs renseignements. Parfois, ça ne vous embête pas tout de même que ce mouvement puisse être, entre guillemets, confisqué, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec ce terme, par des gens, effectivement, des scènes de violence qui peuvent être inacceptables, sembler inacceptables aux yeux de nombreux Français dans ce pays. 78% des Français sont contre les violences, je tiens à le préciser. 60% des Français soutiennent le mouvement, donc ça dit quelque chose. Mais tout à fait. Mais moi, je suis contre toutes les violences. Je suis dans les 80% donc des gens qui condamnent les violences. Le problème, et le mouvement n'est pas violent par lui-même. Voilà. Mais il y a des scènes de violence tous les samedis, vous les déplorez. Donc il y a un problème de sécurité qui est posé. Absolument. Voilà. C'est tout. Moi, je constate que le gouvernement ne joue pas son rôle. Et il ne joue pas son rôle parce qu'il il nie complètement
le fait qu'il faut répondre aux besoins des gens. Les gens ont des aspirations. Un gouvernement, normalement, moi de mon point de vue, un gouvernement devrait être au service de sa population. Pas contre sa population. Mais l'exécutif a tenté de nouer le dialogue avec les Gilets jaunes. Il y a quelques semaines, on se souvient, il les a invités. M. Macron a dit « je tends la main ». Mais il a tendu la matraque. Et c'est ça qui est dommage. C'est pas la main, c'est pas une matraque qu'il faut tendre. Il faut même pas tendre la main. Il faut ouvrir, même pas des négociations. Les cahiers revendicatifs sont sur la table du gouvernement. Tous les cahiers revendicatifs. Tous montrent deux choses. Un, que la première revendication qui vient de ces centaines de milliers de personnes, c'est le pouvoir d'achat. C'est la première revendication. Donc un gouvernement normal devrait répondre à cette revendication. Gamal Abina, par rapport justement à ces violences, parce qu'on le voit aussi sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que les Gilets jaunes, effectivement, il y a beaucoup de Français qui sont exaspérés, qui pensent que ce mouvement, que ces vraies revendications, dont ça fait du bien d'ailleurs de reparler, du pouvoir d'achat, là voilà, on se retrouve avec des scènes d'échauffourées dans les rues, de la violence, et beaucoup de Français sont exaspérés. Par la violence? Oui, ça c'est normal, ça fait jamais plaisir de voir de la violence. Oui, mais qui pollue ce mouvement des Gilets jaunes d'une certaine manière. On m'a parlé à l'acte 1, la première mobilisation, j'étais très très attentif sur les réseaux sociaux à ce qui allait se passer parce que dès le départ j'étais favorable pour des raisons simples, l'augmentation de l'essence, on n'arrêtait pas, c'était incroyable, toutes les taxes qui tombent les unes derrière les autres, j'étais favorable. Puis après, il y a eu cette première mobilisation qui a été, pas un échec en termes de chiffres, ils ont été nombreux, mais ça a été un échec total, ils n'ont pas été entendus du tout. C'est-à-dire qu'il y a eu du mépris. Et il faut être très clair, le terme choisi, c'est du mépris gouvernemental. Ils se sont dit, finalement, ça compte pas. Et j'avais expliqué à l'époque, quand on m'a interrogé chez vous, que ça allait forcément tourner à la violence. Quand on n'est pas entendu, on passe à la violence. Ensuite, concernant les violences légitimes d'État, à l'époque, on avait des gardiens de la paix. Aujourd'hui, on a des forces de l'ordre. Donc on n'est plus dans la même logique. Et aujourd'hui, on nous explique que d'un côté, la violence serait légitime, ce que je n'accepte pas. Les policiers sont là pour protéger, non pas pour frapper la population. Et de l'autre côté, qu'il y a une violence illégitime, la légitime défense. Alors on voit l'histoire du boxeur que tout le monde a fait tourner. Je rappelle qu'il y est allé avec ses petits poings face à un type en Terminator. Certes, c'est pas bien. Petits poings, c'est pas du tout le monde. Oui, mais il était pas en armure. En face, c'est une armure qui a quand même. Je veux dire, les policiers, c'est pas ce que j'ai connu quand j'étais enfant. Mais la scène était très violente. Puis il y a eu deux séquences avec ce même. J'entends bien, mais j'ai vu une autre scène violente qu'on a bien fait de taire et qui était extrêmement violente et qui m'a choqué. Didier Andrieux, le commandant. Non, j'ai encore mieux. Un petit arabe qui faisait une livraison, qui n'était pas gilet jaune, qui est arrivé malheureusement au mauvais endroit. Six policiers au CRS, je ne sais pas qui étaient, sur lui en train de le matraquer. Quand vous voyez la tête du type à la sortie, tuméfié, l'œil comme ça, c'était une horreur. Il n'a rien fait. Ni gilet sur le dos, ni manifestation, il a juste fait sa livraison. Ça, c'est une violence des deux côtés, effectivement, parce qu'il est normal qu'on arrive à une rupture, sachant, en vérité, que quand il n'y a pas de dialogue, il y a forcément ce qui s'installe à la fin, c'est le rapport de force. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. José Espinosa, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui se demandent, s'interrogent sur la suite du mouvement des Gilets jaunes? Est-ce qu'il ne devrait pas prendre une tournure politique? Alors, il y a Jacqueline Moureau, l'un des leaders du mouvement, qui crée son parti, Les Émergents. Il y a aussi ce rapprochement dont on parle entre certains Gilets jaunes et le mouvement 5 étoiles italien, un rapprochement qui se ferait entre ces Italiens et Éric Drouet. Quel est votre point de vue sur ce... Écoutez, je vais vous dire... Jacqueline Moureau, ce sera un échec. Son parti politique, ça ne marchera pas. Pour quelle raison? Parce que les Gilets jaunes, ils ne veulent pas la politique, ils sont unis sur des revendications sociales. Dès qu'on rentre dans la politique, on retrouve, comme dans la société, les mêmes courants de pensée. Et donc, il y en a déjà qui ont leur parti, il y en a déjà qui ont leur mouvement. Donc, il y en a qui ont des idées. Et donc, pour fédérer tout ça, je lui souhaite bien du plaisir et il n'y arrivera pas. Pareil pour le mouvement, le rapprochement avec le mouvement 5 étoiles. Il y a des gens qui peuvent penser que le mouvement 5 étoiles est intéressant. Mais ce n'est pas la masse du mouvement. Et ensuite, il y a ceux, parce que vous avez oublié de dire, qu'il y a ceux qui ont été à Marseille et qui voulaient faire un parti pour les européennes. Eh bien, c'est pareil, je les connais. Je leur ai dit que ça ne marcherait pas non plus. Parce que dès qu'on veut rentrer dans la politique, ça va diviser le mouvement. Alors ça serait malheureux. Si jamais ça se produisait, ça serait l'éclatement du mouvement. Mais est-ce que c'est pas
aussi le moyen, lorsque l'on entre en politique, de porter des revendications en étant à l'intérieur, dans les arcanes du pouvoir. C'est là aussi où c'est là que les choses peuvent évoluer. Voyez, moi je vois les choses plus simplement. On a en France une Assemblée nationale, donc des élus, des gens qui ont été élus. Il faut qu'ils fassent le boulot. Ils sont élus pour gérer le pays, pour faire des lois. Non, pas l'Assemblée. Alors, mais c'est l'Assemblée qui doit faire les lois. Mais si. Alors aujourd'hui, malheureusement, elle est bloquée par le président, parce que tout dépend du président aujourd'hui. Mais c'est dommage, parce que ça devrait venir justement de l'Assemblée. De l'Assemblée qui est une Assemblée législative. Et donc, le gros problème qui nous est posé aujourd'hui, c'est que ces organes d'État, Assemblée nationale, gouvernement, chef d'État, ne jouent pas leur rôle. Voilà. Quelles sont aujourd'hui vos attentes, José Espinosa, sur ce 9e acte? La mobilisation s'annonce forte. Vous êtes confiant aujourd'hui? Quel est votre souhait? Peut-être moins de violence et plus de messages? Alors, moins de violence, c'est sûr. Je dirais même plus de violence du tout, ce serait encore mieux. Maintenant, ça ne dépend pas, malheureusement, ça ne dépend pas de moi. Donc là, je n'y suis pour rien. Par contre, ce que je souhaiterais, et je crois que beaucoup de gens qui sont dans le mouvement souhaiteraient, c'est que rapidement, il y ait des mesures qui soient adoptées par le gouvernement pour satisfaire les aspirations. Ensuite, il y a une deuxième question qui vient. Le débat, j'ai mon opinion. On peut en discuter, mais la mienne, c'est la suivante. Si vraiment M. Macron veut créer un grand débat public, alors il a une porte de sortie qui lui est tout indiquée. Il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Le débat s'engage dans le pays comme jamais on n'aurait eu. Et ça se conclurait par l'élection de nouveaux députés, en tous les cas par l'élection d'une nouvelle Chambre des députés. Et là, tout est reparti. Et on repart sur d'autres bases. Pardonnez-moi, mais oui. on l'a vécu dans l'histoire avec le danger aussi d'avoir une assemblée bloquée. Vous le savez aussi bien que moi, quand il y a une cohabitation, c'est toujours compliqué de faire passer des lois. Oui, mais au moins, ça serait l'expression du sentiment national. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut dire, ni lui, ni nous, de quel côté va la population. Ils ont quand même été élus, ces députés. Alors attendez, ils ont été élus, mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ils ont été élus. Personne ne remet en cause, et surtout pas moi, la légitimité qu'ils aient été élus. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le président a eu 8 millions de voix. Monsieur Fillon a eu pas loin de 8 millions de voix. Madame Le Pen a eu 8 millions de voix. Et Monsieur Mélenchon a eu pas loin de 8 millions de voix. C'est-à-dire que pour quelques milliers de voix, ça pouvait être l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre qui soit président. C'est le principe de nos institutions et de la Ve République. Donc, il y a un effritement du socle sur lequel peut travailler le chef de l'État, ce qui fait qu'il y a une instabilité. Deuxième élément, l'élection législative, elle suit l'élection présidentielle. Dans ce mouvement, évidemment, c'est le parti du président qui l'emporte. Mais il l'emporte avec 313 élus, dont aucun ne fait plus de 50% des voix. José Espinosa, si on simplifie un peu les choses, est-ce que finalement le problème aujourd'hui n'est pas est-ce qu'on n'est pas dans une crise de la démocratie représentative? Gamel Abina, c'est votre point de vue aussi? Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui est dit là, parce que malheureusement, d'abord, Macron n'est pas un imbécile. Il n'est peut-être pas malin, mais c'est pas un imbécile. Il se rappelle de la dissolution de Chirac. On ne se tire pas une balle dans le pied quand on veut avancer. Ça commence par ça. Il a une légitimité à l'Assemblée. On peut critiquer le système démocratique, je suis le premier à le faire. Mais ce n'est pas parce qu'il a été élu par une faible marge de la représentation française, des électeurs, que pour autant on doit mettre ce système à bas. Ce n'est pas le problème. Le problème, moi, je ne veux pas mettre le système. C'est pour ça que le fait de réclamer une dissolution, ce n'est pas la solution. Oui, parce qu'il y a beaucoup trop de tensions aujourd'hui pour une dissolution. Je pense qu'il faut qu'il ouvre la discussion et il faut qu'il conduise une politique beaucoup plus raisonnée. En revanche, quand vous dites qu'ils sont tous passés à 8 millions, ce n'est pas tout à fait le chiffre exact, mais ça n'a pas d'importance, somme toute. C'est la majorité qui l'emporte. Après, tout le monde est peut-être déçu, mais il faut quand même une stabilité politique pour avancer.
Je dis pas qu'il faille soutenir Macron, parce qu'il a de grands torts. Mais je dis que c'est pas une élection qui va répondre au problème, parce qu'en réalité, l'élection va accentuer le problème dans les conditions extrêmes aujourd'hui. Puis dernière chose aussi, il faut être honnête, les gilets jaunes, on ne sait pas ce qu'ils représentent réellement en termes. Il y a une adhésion de la population, mais dans l'occupation des rues, c'est pas la France entière qui est dans la rue. Non. Donc c'est pour ça que c'est difficile de pouvoir jauger de ce que ça vaut. Et je pense que la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est pas de savoir si Macron a raison ou tort, c'est de savoir qu'est-ce qu'il reste à la France, parce qu'elle se bat plus pour l'économie française, elle est un peu sous contrôle de Bruxelles. La course, c'est les 3%, hein, clairement. 2300 milliards de dettes publiques, des déficits creusés partout. Qu'est-ce qui reste comme marge de manœuvre à la France pour récupérer ce qu'on va appeler sa souveraineté politique? Et aujourd'hui, il n'y a pas de souveraineté politique. C'est ça le vrai problème qui se pose. Donc, à mon sens, la seule chose possible aujourd'hui, c'est effectivement de reprendre un dialogue avec la population, un dialogue sérieux, pas méprisant comme c'est le cas, et de pouvoir renouer du lien social et régler les problèmes économiques internes, en priorité. Gamal Abina, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Le temps presse. Je rappelle, Gamal Abina, que vous êtes donc militant associatif, réalisateur, cofondateur du mouvement des droits civiques. José Espinosa, merci à vous aussi de nous avoir rendu visite. Gilets jaunes à Montreuil.